Et c'est un espace où il y a le sous-sol pour les rendez-vous, il y a 2 cabinets. Mais en fait, même sans avoir de rendez-vous, n'importe qui suivi chez nous peut passer la porte et venir se poser. On pense souvent qu'on est une crèche parce qu'il y a des jeux pour enfants partout. Et donc, c'est aussi peut-être pour les parents de souffler un peu, d'avoir les enfants qui s'occupent de nous occuper des enfants pendant qu'eux peut-être vont voir le psychologue. Anna Martin, je suis sage-femme au sein de l'ASBL Parentalité Addiction. C'est l'ASBL Interstice, qui est une ASBL autonome et implémentée dans Saint-Pierre. Donc on travaille en partenariat avec l'hôpital Saint-Pierre. Je pense que j'avais besoin de continuer, j'avais besoin de me reconnecter à mon travail de sage-femme, parce qu'au CPVS, j'ai adoré le boulot qu'on a fait, c'est super nécessaire, mais on avait du coup un travail de légiste et d'accompagnement psychologique, mais donc de tout être humain, homme, femme, enfant. Et je pense que le milieu de la parentalité, de la naissance me manquait un petit peu, donc vraiment me reconnecter un peu à l'essence de mon travail de sage-femme qui est autour de la parentalité. Et comme j'avais expliqué, je pense que je garde une volonté de continuer à travailler avec un public peut-être un peu plus précaire, un public plus fragile. C'est quelque chose qui me parle et qui me nourrit. J'ai l'impression qu'on peut vraiment se nourrir dans les 2 sens. Et donc, il y a eu cette opportunité à Parentalité Addiction qui me permettait donc à la fois de reconnecter avec mon métier de sage-femme, donc parce que c'est ce que je fais avec un public de consommateurs. Je fais de la préparation à la naissance, de l'accompagnement à la parentalité, du suivi postpartum. Et donc voilà, ça m'a permis de lier les deux, d'avoir peut-être une approche plus sociale de la parentalité et de la naissance. C'est n'importe quelle personne qui est parent, donc que l'enfant soit avec lui, placé en adoption ou peu importe, peut pousser la porte. Alors c'est vrai que moi, mon boulot, c'est plus autour de la femme enceinte, de la grossesse et du suivi je dirais jusqu'à 1 an à peu près de l'enfant. Après, on passe le relais aux éducateurs. Donc voilà, oui, la parentalité, au sens où nous, on le prend, c'est quelque chose de très biologique, en fait, c'est d'avoir mis au monde, d'avoir un enfant. Je pense qu'une des choses qui m'a le plus frappée, c'est la variété des profils de personnes que je côtoie et que j'accompagne. Et dans cette variété, du coup, la richesse de ce que ça représente, parce qu'on me demande souvent « Ah, mais donc tu travailles avec des personnes, tout le monde est à la rue, les enfants sont d'office placés. Et non, en fait, il y a 1000 manières de composer avec les assuétudes, comme il y a 1000 profils de personnes qui sont consommateurs de plein de choses différentes et de manières différentes. Et en fait, c'est composé c'est des personnes qui vont être parents de manière différente aussi. Et je pense que comme dans une préparation à la naissance classique, mais c'est de composer avec les particularités, les obstacles de chacun. Et justement, c'est de sortir un peu des chemins tout tracés de ce qu'on a l'habitude de dire ou de faire ou d'accompagner en tant que sage-femme, et de complètement s'adapter à la personne qu'on a en face de soi, parce que c'est nécessaire. Le but n'étant pas que cette femme arrête de consommer, mais plus de composer avec elle et de ensemble travailler et de définir les clés de comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça bien ensemble au mieux. Et donc oui, c'est vraiment cette pluralité de profils et de personnes et qui du coup ont tellement de choses à nous apprendre aussi dans le rapport humain. C'est riche, c'est fort. On parle souvent de la double peine ou de la triple peine. Il y a une peine d'être consommateur à la rue et une femme. Enfin, il y a aussi des facteurs. Et donc, je pense, pas évident avec certaines personnes de jongler entre tout ça, quoi. Cette problématique de stigmatiser et moi, je dis, c'est des personnes qui ont droit à la dignité de toute façon. Et je pense que toute l'équipe, c'est ce qu'on essaie de leur amener.
qu'on est quand même une équipe avec... Il y a une sage-femme, il y a des éducateurs, il y a des psychologues, et une assistante sociale et la coordinatrice. Et donc rien que le fait de venir nous voir ou de nous laisser les accompagner, que ce soit dans les démarches sociales, que ce soit sur le plan psycho-affectif, psycho-corporel. Parce que moi, je masse mes femmes enceintes aussi. J'essaye d'amener le massage avec leur enfant pour fabriquer le lien. Et donc, voilà, je pense que rien que le fait de côtoyer la structure, c'est déjà une énorme ressource en soi, parce que la pluridisciplinarité de notre équipe fait qu'on va mobiliser ensemble différentes ressources. Et donc, on les accompagne là-dedans. Il y a des personnes qui se débrouillent très bien seules, il y a des personnes qui sont incapables de mobiliser les ressources seules. Et du coup, le but est vraiment, comme je disais tout à l'heure, d'arriver à cibler, tiens, c'est quoi le besoin de la personne là en ce moment, comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Et nous, notre but, c'est qu'elle reste avec nous. Et donc on va vraiment essayer d'aller ensemble quelque part, quoi. De faire naviguer ensemble sur des eaux troubles parfois. Mais voilà, c'est... J'ai l'impression que la pluridisciplinarité de l'équipe fait en soi une ressource. Et après, on va harponner ensemble ce qu'on pense, ce qu'on juge être utile. De ma posture de sage-femme, il y a quelque chose de... chaque substance ne va pas avoir le même effet sur le fœtus. Et donc forcément, sur l'enfant à devenir et à naître. Donc forcément, il va y avoir des manières différentes d'aborder la consommation, d'en parler. Je pense que voilà, le plus important, c'est en fonction du produit consommé et de la fréquence, et voilà, d'expliquer à la maman ou aux parents quels sont les effets directs, et parce que chaque produit, chaque consommation va avoir un effet différent. Si je prends le cas de l'héroïne, par exemple, ou de sa substitution qui est la méthadone, c'est hyper important pour les parents de savoir que l'enfant risque de faire un sevrage, parce que l'enfant va recevoir ce produit de la même manière que les parents l'absorbent, et que du coup, revoir avec eux, est-ce que vous avez déjà connu un sevrage? Est-ce que vous avez connu le symptôme du manque? Est-ce que vous arrivez à vous imaginer que donc, votre bébé va naître et que ça risque d'arriver, que lui-même va ressentir ce manque? Est-ce que vous vous souvenez de la douleur? Vous savez ce que c'est? Voilà, il faut juste vous dire, et pas sur un ton de culpabilisation, mais qu'il puisse comprendre ce qui va se passer, parce que ça va arriver. Et à partir du moment où on le sait, une personne sous méthadone ou qui consomme activement de l'héroïne, le bébé va faire un syndrome de sevrage, qu'il soit fort ou faible, et en fonction de ça, on va peut-être devoir donner de la méthadone à dose néonatale en néonate. Et donc tout ça, faut que le parent soit préparé, conscient, sans lui dire « Ah, ton bébé il va avoir mal, ça, c'est de ta faute parce que tu consommes », pas du tout. Mais c'est juste, il risque de pleurer, il risque d'être irritable. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il a mal, et que du coup, on va tout faire en sorte pour le rendre confortable. Mais c'est ça qui se passe. Parce que ce produit, il a été... Enfin, moi, je dis tu, mais généralement, on a une relation où on se tutoie avec mes mamans. Mais voilà, le produit, il a été dans ton corps. Et il va se retrouver dans le sien. Et c'est un processus qui va faire partie de... Enfin, voilà, c'est prévenir, amener... Vu que notre but n'est pas qu'ils arrêtent la conso, on doit composer avec, c'est ce que je disais. Et composer, ça veut aussi dire qu'ils soient conscients de tous les tenants et les aboutissants, de tous les effets, de ce qui va arriver. Est-ce que c'est bien d'allaiter ou pas, en fonction du produit, en fonction de... Est-ce qu'ils ont une volonté de diminuer? Est-ce que... Enfin, voilà. Et c'est vraiment juste arriver à dessiner le spectre ensemble pour qu'ils aient toutes les cartes en main. Et voilà, sans culpabiliser, surtout. Après, on fait face à des personnes qui parfois, et pas toutes, mais c'est pour ça que je parlais de la variété des profils, mais on fait face à des personnes très instables aussi. Et où du coup, quand parfois on fait tout pour... ma coordinatrice, dans un texte récemment, avait utilisé la figure, un peu, la métaphore de la mer et du phare, et d'être un peu, d'essayer de représenter ce phare et d'essayer de les attirer à la lumière, et où parfois
on a des personnes qu'on n'arrive pas à raccrocher ou qui parfois vont être super assidus et puis tout d'un coup vont repartir dans les eaux troubles. Et ça, c'est arrivé à composer avec ça aussi. Si on a des gens qu'on n'arrive plus à raccrocher ou où on a l'impression, on a parfois ce truc un peu frustrant de se dire qu'il y a de l'auto-sabotage. Enfin, c'est comme ça en fait et on doit composer avec. Et quand la personne sera prête à revenir, on va la reprendre et on va de nouveau composer avec. C'est quelque chose aussi qu'il faut accepter en tant que soignant, accompagnateur de personnes qui sont consommatrices de substances. Et voilà, c'est d'accepter qu'il y a des va-et-vient aussi au sein des accompagnants. Et donc, comment c'est reçu, je pense bien, et à la fois, il y a des moments où on est un peu déconcerté parce que des personnes disparaissent ou prennent de la distance, et puis on espère juste qu'elles vont revenir. Dans ce que j'entends des femmes que je suis en ce moment, il y a aussi une volonté de faire face à ce qui leur arrive, parce que c'est des gens qui vivent des choses difficiles, et où c'est un peu l'œuf ou la poule. Soit il s'est passé quelque chose de difficile, et la consommation est arrivée à ce moment-là, et du coup, sur des produits addictifs, c'est difficile d'en sortir. Soit elles sont encore actuellement en train de vivre des choses difficiles, et du coup, elles continuent à consommer parce que ça leur permet d'absorber. Après, une fois qu'on est dans un cercle d'addiction, c'est toujours ce truc de oui, mais si on veut, on peut. Non, en fait, il y a quelque chose qui dépasse ça. On est sur des dépendances corporelles, psychologiques. C'est vraiment pas facile. Et donc, je peux pas dire que toutes nos patientes consomment pour oublier ou pour... j'ai quel terme en anglais, to cope, pour... ouais, faire face et se donner une clé de... Enfin, continuer à vivre aussi. C'est leur manière. Elles ont décidé que c'était leur manière de pouvoir continuer à vivre. Tout dépend de... Est-ce que c'est un projet de couple? Est-ce que le père est présent? Est-ce qu'il est... Enfin, est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il existe, en fait? Est-ce qu'il y a un père? Tout ça sont des questions qui vont drastiquement changer l'implication ou la présence du père dans les grossesses des femmes enceintes que je côtoie. À partir du moment où c'est un projet de couple ou un bébé voulu ou une surprise dans un couple qui est stable, ils sont présents, ils sont là, ils sont curieux, ils s'accompagnent. Généralement, ils apprécient même aller voir un psychologue à deux. Et moi, je leur propose parfois à la femme de venir seule, parfois de venir ensemble. Moi, je suis là pour répondre à les questions et les accompagner sur si c'est un premier bébé, c'est quoi un accouchement, c'est quoi être parent, c'est quoi un bébé, c'est quoi ses besoins, c'est quoi vos questions, vos craintes, vos peurs. Et le papa, on a tout autant que la maman. C'est sûr que c'est la maman qui accouche physiquement, mais voilà, aujourd'hui on a travaillé. Est-ce que le papa a envie d'être là le jour-là? Est-ce qu'il se sent d'être là? Donc, ouais, et puis quand il y a des papas désinvestis ou tout simplement il n'y a pas de papa parce que le papa n'est pas là, du coup on travaille qu'à deux avec la femme et c'est des petits bouts de femmes qui sont super fortes et voilà. Je crois qu'elles ont besoin vraiment de bienveillance et de sécurité. Je pense que à partir du moment où on est labellisé comme consommateur, on subit déjà tellement de discrimination et de stigmatisation que je crois qu'elles ont besoin d'espace où elles peuvent être entendues et absolument pas jugées sur leur consommation. Et que nous, si elles s'amènent avec une problématique, on ne ramène pas ça à la consommation. Peut-être que la consommation est un facteur favorisant de quelque chose qui a pu se passer ou quelque chose qui est difficile, mais je crois qu'il faut l'accueillir sans toujours faire le lien et juste
Oui, vraiment faire preuve de bienveillance et amener de la sécurité et de l'écoute parce que elles n'ont pas toujours les espaces pour être écoutées ou entendues. Je pense que ça c'est vraiment notre boulot quoi. Elles n'ont pas toujours les espaces pour être écoutées ou entendues. Je pense que ça c'est vraiment notre boulot quoi. En tant qu'individu. Oui, en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que personne qui, comme je disais, a droit à la dignité. Et pour ce qui est de l'accouchement, par exemple, a le droit d'accoucher avec toutes les infos et tout le respect qui est dû à l'être humain.